Même si l'argent liquide est encore fortement utilisé sur le continent africain pour payer des biens et des services, ces dernières années, les moyens de paiement électroniques ont fait une percée fulgurante. Et depuis, en Afrique, pour schématiser, il y a même plus de téléphones portables que de comptes bancaires, pour dire que le mobile money a fortement percé le continent africain, commençant à l'est avec le Kenya pour s'étendre partout sur le continent africain. Les moyens de paiement électronique, nous en parlons dans ce numéro d'intelligence économique. Quels sont les enjeux de ces moyens de paiement électronique? Qui sont les acteurs et comment se déroule la compétition entre ces acteurs? Élément de réponse dans ce numéro d'intelligence économique. Bonsoir. De retour sur le plateau, je suis avec M. Sadia Zouzou, bonsoir. Bonsoir, M. Jean-Charles Sibaï. M. Sadia Zouzou, vous êtes spécialiste en intelligence économique et stratégique. Merci d'être toujours sur notre plateau. Merci beaucoup, Jean-Charles Sibaï. Et puis, sur notre plateau, nous avons une professionnelle, Irène Keirou. C'est bien, je prononce bien? Très bien. Elle est kenyane et elle est directrice stratégique et marketing de la FinTech Eclectics. Je prononce très bien. Très bien encore. Une FinTech est créée au Kenya et qui s'est vite répandue en Afrique de l'Est et bientôt va s'installer en Afrique de l'Ouest, surtout dans les pays francophones, si on vous demandait de présenter rapidement votre société. Okay. Merci beaucoup, monsieur. Donc, je m'appelle Irène Keirou, donc je suis la directrice de marketing et de vente, surtout le business development, le développement d'affaires, pour le compte de la société Eclectics, qui est basée à Nairobi. Eclectics a été fondée il y a 13 ans, avec le but de simplifier des vies des Africains numériquement, surtout par la technologie. Aujourd'hui, on est présent dans 26 pays en Afrique, plutôt dans les pays anglophones. Et à mon arrivée, j'ai le rôle aujourd'hui de développer le business dans la partie francophone, toujours avec les mêmes expériences du Kenya, avec la réussite que tout le monde connaît, qu'on entend parler à peu près, de la réussite aujourd'hui de l'utilisation de technologies au Kenya, qu'on peut aussi tirer des leçons et aider les francophones à pouvoir avoir les mêmes résultats que nous. Merci Irène, et nous sommes très heureux de vous avoir sur notre plateau justement pour cet échange sur les moyens de paiement électronique. Alors Irène, en Afrique de l'Est, quel est l'état de lieu généralement? Quels sont les moyens de paiement électronique qui s'y trouvent dans cette partie de l'Afrique? Ok. Dans l'Afrique de l'Est, et surtout l'Afrique de l'Est est faite de 5 pays. Donc ça veut dire on a le Kenya, le Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda. Dans ces pays-là, on trouve souvent l'utilisation de la mobile money. En fait, le mobile money est né au Kenya avec l'arrivée de M-Pesa via le telco Safaricom. Le problème de l'Africain aujourd'hui, c'était simplement de pouvoir envoyer de l'argent. Et d'envoyer de l'argent, ça demandait en fait d'avoir quelqu'un où on peut confier un paquet pour aller emmener l'argent au village. Et souvent, avec la possibilité, avec le risque que ça ne va pas arriver, ou que ça ne va pas arriver à temps, parce qu'il y a des urgences de temps en temps. Et c'est là que Safaricom a essayé de pouvoir régler ce problème-là, et surtout en 2008, où il y a eu des problèmes en fait politiques au Kenya, et ça c'était très compliqué en fait pour envoyer de l'argent à la famille. Donc là, avec l'arrivée de M-Pesa, ça a aidé. C'est vrai que nous, les Africains, on a l'habitude d'avoir du cash. Si on n'a pas touché du cash, c'est pas l'argent. Et les gens se posaient la question, pourquoi on met mon argent au téléphone? Mais l'utilisation de M-Pesa aujourd'hui dans le téléphone, c'est pas l'argent que je vais coller dedans, mais c'est l'argent que je vais vous envoyer en fait, et vous allez avoir le solde de votre compte via le téléphone par SMS. Mais pour le rendre plus utilisable, c'est que finalement, il fallait, si vous m'envoyez de l'argent, si vous m'envoyez 1000 francs sur mon téléphone, il faut que je sois capable simplement de l'utiliser. Ce n'est pas forcément de le faire le cash out. Ce qu'on appelle le cash out, c'est de faire le retrait en cash. C'est de pouvoir l'utiliser dans l'écosystème qui va se mettre en place. Ça veut dire que je peux aller boire un café et je peux payer avec ce même moyen de paiement. Et ça, c'est ça qui a fait qu'il y a beaucoup plus de succès aujourd'hui. Au Kenya, on a une population de 45 millions de personnes, plutôt presque 50 millions. Mais Safaricom, ils ont plus de 30 millions de comptes de M-Pesa, plus que la totalité de tous les clients aujourd'hui qui ont des comptes bancaires au Kenya. Donc, on a des leçons à tirer. Merci Irène, beaucoup de leçons à tirer. Donc, on voit que et sur le continent, et schématiquement, il y a plus de personnes qui ont un téléphone portable qu'un compte bancaire. Et donc, du coup, le succès de M-Pesa. Le succès de M-Pesa. Alors, Sadia, quels sont les acteurs des moyens de paiement électronique et qui s'affrontent
ici en Afrique de l'Ouest et sur la partie francophone par exemple? Il faut dire que les acteurs ici en Afrique, il y a les acteurs bien entendu étatiques, parce que, qui fixent le cadre réglementaire au niveau de l'exercice de l'activité, au niveau des paiements électroniques. À côté d'eux, il y a les acteurs non étatiques. Les acteurs non étatiques, ce sont les banques. Ce sont les fintech. Je suis dans l'éclectisme avec madame tout à l'heure. À côté d'eux aussi, il y a les compagnies de téléphonie mobile qui sont des acteurs au niveau des moyens de paiement électroniques. Donc, dans le cas de la Côte d'Ivoire, M-Pesa n'est plus à présenter parce que M-Pesa est pionnier à la matière. Et en Afrique de l'Ouest, ici, nous avons principalement dans les pays francophones, je veux dire globalement, il y a la compagnie Orange, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et dans les pays anglophones, et particulièrement les pays que je connais un peu, le Ghana, c'est MTN. Et en Côte d'Ivoire, bien entendu, il y a Move. Ce sont les 3 opérateurs qui sont là présentement et qui animent, je veux dire, le marché au niveau du mobile money. Mais il faut aussi citer le nouvel entrant Wave, qui vient de faire son entrée il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'officiellement, ils ont démarré en Côte d'Ivoire en 2021. Mais il y a au moins plus de 3 ans que Wave a commencé ses activités au Sénégal. D'accord. Donc voici les acteurs principaux qui sont les acteurs non étatiques au niveau du mobile banking. Mais à côté d'eux aussi, il faut parler aussi des banques. Parce que bien entendu, les banques aussi font partie de ce marché. Des grandes banques au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a les banques internationales qui sont installées ici en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Je ne peux pas les citer, mais il y a quelques-unes comme la Standard Chartered Bank. Ici, en Afrique, on ne peut pas parler de banques sans parler d'Ecobank. C'est la banque panafricaine par excellence. Et nous avons d'autres banques, NCA et d'autres banques qui sont installées ici en Côte d'Ivoire aussi, qui sont des acteurs parce que quand on parle de mobile banking, il faut aussi, quand on parle de mobile money, il faut parler de mobile banking et les deux vont ensemble. Ok, merci. Alors Irène, au Kenya, quels sont les principaux acteurs des moyens de paiement électroniques qui s'affrontent sur le marché de l'Afrique de l'Est? Je pense en fait, ils ne s'affrontent pas, ils travaillent ensemble. Ah. C'est là la différence. La donne change en Afrique de l'Est. Oui. Oui. Donc, ils collaborent. Ils collaborent. De quoi parlez-vous? Expliquez-nous. Ok. Donc, en fait, pour expliquer tout simplement, les banques, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas travailler, qu'ils ne pouvaient pas avoir une réussite sans les telcos. Pourquoi? Parce que les telcos, quand ils sont arrivés, leur cible, c'était le bas de pyramide qui a été négligé par les banques, malheureusement. Aujourd'hui, si on regarde le taux de bancarisation en Afrique, il est très bas. En Afrique, chez nous, dans la zone UEMOA, il est de 14%, ce qui est très bas par rapport à un pays tel que le Maroc, où il y a 71 à 78% de personnes bancarisées. Alors, donc, effectivement, c'est le cas. C'était le cas en Afrique de l'Est. C'était le cas en Afrique de l'Est. Je pense que dans l'Afrique noire, la banque faisait peur. Je me rappelle, moi, quand j'étais petit, mes parents, mon père, quand il allait à la banque, c'était quelque chose de grandiose. Tout le monde le connaissait qu'il allait à la banque. Et même nous, ici, je pense que moi, j'ai eu mon premier compte bancaire comme je suis partie en Europe. Donc, ce n'est pas mes parents qui m'ont introduit à la banque. J'étais introduite parce que j'ai vécu à l'étranger et j'avais besoin d'être payée via un compte bancaire. Donc, aujourd'hui, en Afrique, si la personne n'est pas embauchée quelque part où on lui demande un compte bancaire, il n'aura pas l'intérêt d'avoir le compte bancaire. Tout à fait. Donc, finalement, il faut savoir, traditionnellement, les banques, quand on arrivait là-bas, même pour ouvrir un compte, c'était très compliqué. Il fallait demander le chef de village des papiers et du coup les gens ils n'osaient même pas y aller. Il faut savoir les bas de pyramide, c'est des gens peut-être illettrés qui ne savent pas lire, qui n'ont pas des moyens comme des gens qui travaillent dans les bureaux par exemple et qui n'ont peut-être pas aussi les papiers qu'il faut aujourd'hui pour aller ouvrir un compte. Et en même temps, on ne savait même pas les services qui étaient offerts par la banque parce que ce n'était pas communiqué. Vu l'arrivée de Telco, l'utilisation de mobile money, c'était très simple. Et ça a toujours resté très simple. Bien entendu, les telcos ne peuvent pas faire le même business que les banques. Donc, c'est pour ça que les deux doivent travailler ensemble. Tout à fait. Oui, parce que je voulais rebondir à ce que Irène a dit tout à l'heure, et aussi par rapport à votre question.
Je veux dire que la compétition au niveau de la Côte d'Ivoire, vous avez parlé du cas de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique. Allons-y au niveau de la Côte d'Ivoire, par Bon, exemple. vous avez parlé du cas de la Côte d'Ivoire et effectivement, il existe la compétition ici. Il y a une compétition en Côte d'Ivoire ici. Le taux de bancarisation, en tout cas officiellement, à ce que je sais, au niveau de l'Afrique de l'Ouest ici, tourne autour de 20%. Voilà. Ah, 20%, oui. vous êtes généreux. Oui, moi je suis généreux. Le vrai chiffre, c'est 14%. Bon, voilà. Donc, 14% alors, donc, pardon, de 14 et 20% de taux de bancarisation. Alors, donc, cela a amené, il y a eu un vide, on dit, que ce soit en économie ou ailleurs, on dit la nature a horreur du vide. Voilà, et donc, ces facteurs-là ont fait effectivement que ces opérateurs-là, pour participer à l'inclusion financière, les opérateurs du mobile se sont lancés dans ce qu'on appelle le mobile money. Voilà, donc à l'origine, comme elle a dit, c'est la même chose ici en Afrique de l'Ouest qui a concouru au fait que les moyens de paiement électroniques arrivent. Parce que d'abord, il y a beaucoup de barrières qui empêchent, qui ont créé cette bancarisation. Il y a d'abord la culture du cash qui est encore présente dans la tête déjà. Il y a aussi l'élitisme qui entoure la banque. Et la banque, elle est destinée à une certaine élite. Il y a le taux d'analphabétisme qui est très élevé. En moyenne, le taux d'analphabétisme est de 60%. Et il y a aussi le fait que quand les banques ont essayé de mettre par exemple des cartes bancaires sur pied, parfois ces guichets automatiques, je veux dire, opportunément ne marchaient pas. Et donc ça fait que tous ces éléments-là ont fait que les populations se sont retrouvées pratiquement abandonnées. Alors donc je veux dire que la compétition, elle existe au niveau de la Côte d'Ivoire. Ici, j'ai cité les différents acteurs tout à l'heure. Et peut-être qu'au cours du alors, vous avez la parole, Sadia. Okay. Et alors, contrairement à l'Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, il y a bel et bien une bataille entre les différents opérateurs de mobile money, par exemple, et ici en Afrique de l'Ouest. Alors, comment se déroule cette bataille, comment se déroule cette compétition en Afrique de l'Ouest francophone? Actuellement, il y a une compétition entre les opérateurs mobiles qui étaient les premiers sur le marché et les nouvelles fintech. D'accord. Donc, sur le marché ivoirien, par exemple, on avait Orange avec Orange Money, on a MTN Money, Move Money, et du coup, il y a un quatrième opérateur. Il y a un quatrième opérateur qui vient bousculer le marché. Wave. Mais qui est Wave? Bon, Wave, c'est une plateforme, je veux dire, c'est une start-up américaine qui a été créée il y a quelques années de cela par deux amis d'université. Et comme la plupart des entreprises, des start-up américaines, elles ont pratiquement le même business model, toujours créé sur les campus des universités. Donc, effectivement, c'est cette plateforme-là qui a commencé au Sénégal. Et depuis un certain temps, depuis 2021, comme je viens de le dire, qui s'est installée en Côte d'Ivoire ici. Et en Côte d'Ivoire, on a vu, elle est arrivée dans le pays de façon rampante. D'abord, Wave a commencé dans le nord du pays, donc timidement ou discrètement. Et du coup, il y a quelques mois, et partout à Abidjan, et on voit Wave s'installer. Alors, qu'est-ce qui rend Wave pas dangereux, mais je veux dire, qu'est-ce qui fait que Wave bouscule le marché? Bon, en fait, il faut dire que, tout à l'heure, que le marché du mobile money en Côte d'Ivoire, c'est à peu près 20 000 souscripteurs. Et en global, le chiffre d'affaires, c'est près de 4 000 milliards de francs CFA. C'est énorme. Et dans la zone UEMOA, ça fait, je vais dire, environ 16 400 milliards de francs CFA. C'est ça les enjeux. Alors, je pense que les opérateurs, surtout, quand on prend la classification des différents acteurs, on voit que Orange est le leader du marché, et suivi des challengers qui est MTN Money, je parle de Orange Money et MTN Money, et Move est le suiveur. Mais je crois que Orange Money et les autres opérateurs sont restés dans leur zone de confort et n'ont pas vu le danger venir. Parce que effectivement, étant leader absolu, parlant d'Orange Money, avec plus de 50%, je vais dire en termes de pourcentage du marché. Alors donc, la compagnie Orange et Orange Money s'est un peu endormie sur ses lauriers et cette compagnie s'est laissée surprendre. Mais je pense qu'elle s'est laissée surprendre, mais elle avait déjà, Move ayant racheté Tigo, déjà au Sénégal, était déjà sur le terrain.
et menait un peu la vie dure au Sénégal à Orange Money. Mais Orange Money aussi n'a pas réagi parce que déjà elle s'occupait plutôt de la concurrence qui était véhiculée par une entreprise française d'Internet Free. Et donc elle n'a pas vu le danger venir. Et parfois je vais dire que Wave a été négligé. Mais quand Wave est venu sur le marché ivoirien, Wave a utilisé la stratégie de l'océan bleu, c'est-à-dire qu'elle n'a pas attaqué le leader de façon frontale. Donc, Wave a commencé dans le nord du pays, c'est-à-dire dans les segments qui sont insuffisamment protégés. Et donc, c'est là que Wave a commencé doucement, mais sans qu'il y ait une réaction de la part des opérateurs qui sont déjà bien établis. Donc, ils étaient un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces compagnies-là étaient dans une zone de confort et n'ont pas vu le danger venir. Et donc, c'est ce que Wave a fait en développant toute sa stratégie dans le nord, dans le centre du pays, ils ont commencé à attaquer maintenant à Abidjan. Et je crois le temps que, je vais dire, la compagnie, les grandes compagnies dominantes s'en rendent compte, c'était déjà, enfin, c'est peut-être Wave est déjà installé. Wave est déjà installé et ils ont commencé à utiliser, à attaquer par exemple par la guerre des prix, par exemple, c'est ce que je dis. Oui, oui. Donc là, on constate une guerre des prix. Les autres n'ont pas encore réagi sur cette guerre des prix. Non, mais en fait... mais elles ne tarderont pas à réagir. Non, mais elles ne tarderont pas à réagir, mais je veux dire que c'est cette déferlante des startups est quelque chose qu'il faut souligner parce que d'abord, les startups sont beaucoup plus légères en matière de gestion. Elles peuvent mener des stratégies de guérilla pour attaquer sur les points faibles des grandes entreprises comme Orange Money et MTN Money qui dominent, outrageusement le marché. Et donc, ça n'a pas été fait. Donc, c'est sur la faiblesse que ces entreprises-là, je vais dire que ce leader a été attaqué aujourd'hui. Et c'est très bien que, je vais dire au niveau des coûts, des prestations, notamment, il y a beaucoup de coûts dont les clients se plaignaient. Et donc, je pense, à mon avis, que ces opérateurs du mobile banking, par exemple, n'ont pas eu le temps d'être à l'écoute des besoins des populations et n'ont pas vu le danger venir. Okay. Donc, en plaçant, je vais dire, à 1% son taux, c'est littéralement, ça va tout à fait, ça bouleverse totalement le schéma des prix. Donc, Wave, dans les transactions, vous ne payez que 1%. Vous ne payez que 1%. Du montant de votre transaction contre beaucoup plus pour les autres opérateurs. Exactement, alors, voilà. Donc, c'est là, avec le prix, Wave va jouer sur le prix. Wave va jouer sur la proximité aussi. Voilà, Wave va jouer sur le prix, et puis sur la proximité, et puis sur la simplicité. Parce que quand vous regardez, par exemple, un peu comme ce que la dame expliquait tout à l'heure, ces applications sont très simples et sont faciles à utiliser. On n'a vraiment pas besoin d'aller dans une agence ou fournir ou donner sa carte d'identité, etc., et on gagne beaucoup plus de temps. Et je pense que ce sont ces choses-là qui n'ont pas suffisamment été étudiées par des compagnies qui sont déjà suffisamment, qui étaient déjà ancrées, qui sont plutôt ancrées dans le marché ivoirien. Merci beaucoup. Alors, Irène, en Afrique de l'Est, c'est vrai, vous parlez de collaboration et tout ça, mais qui est le leader, par exemple, du marché là-bas et comment il arrive à s'imposer et quels sont ceux qui le menacent autour? On veut voir un peu la compétition, comment elle se déroule. Ok. En fait, au Kenya, le leader, c'est M-Pesa, bien entendu. Je sais qu'il y a eu des compagnies telco comme... M-Pesa, qui est une compagnie, Safaricom, qui est une compagnie kenyane. Telco, voilà. C'est une compagnie kenyane, exactement, pas étrangère. Exactement. Okay. Safaricom, c'est un telco qui est basé au Kenya, qui d'ailleurs maintenant va en Éthiopie. En fait, ils ont finalisé les contrats, je pense, il n'y a pas longtemps. Donc, il y a des développements qui vont se faire en Éthiopie par le biais de Safaricom, à force de l'expérience qu'il y a eu au Kenya. Mais par contre, M-Pesa, ils détiennent le plus, je pense, 90%, 90% des gens qui ont des téléphones mobiles. Donc, quand on parle de ça, on parle de mobile money. Donc, ça veut dire M-Pesa. La chose qui a facilité, en fait, la pénétration de mobile money au Kenya aujourd'hui, c'est la présence des agences partout. Aujourd'hui, M-Pesa fait quelque chose de formidable. Vous pouvez avoir le mobile money. Je vous envoie 100 francs. Mais est-ce que vous êtes capable de retirer le cash ou même de l'utiliser? Donc, ils ont allé au-delà de ça, de recruter de petites boulangeries de coin, de lui donner un moyen de pouvoir faire de cash out et de cash in. Ça veut dire le retrait et le dépôt. Donc, si mon boulangerie de coin que j'ai d'habitude, s'il peut me donner du cash, tant mieux. Ils sont allés encore plus loin en disant, vous pourrez même payer sans faire le cash out.
Donc, je n'ai pas besoin de retirer de l'argent pour pouvoir le payer. Donc, il donne en fait le marchand un numéro. Donc, dès que j'arrive, je mets le numéro et je paye. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir du cash. Et en plus, avec la réalité aujourd'hui du Covid, je pense que M-Pesa a vu le grand succès aujourd'hui. Tout à fait. Parce qu'on a menacé la vie des gens en disant il ne faut pas toucher de l'argent. Et en même temps aussi, les gens qui avaient des comptes bancaires. Les comptes bancaires aujourd'hui, les banques ne peuvent pas avoir des agences partout dans tous les coins de rue. C'est pas possible. Ça coûte cher déjà d'avoir des agences physiques. Donc, ils ont suivi le modèle aujourd'hui de M-Pesa où ils ont recruté les mêmes agents pour pouvoir faire des services de banque. Et c'est comme ça que le taux de bancarisation au Kenya est le plus élevé que dans un autre pays aujourd'hui, dans l'Afrique noire, je veux dire. Ok, merci. Alors, Sandia, on voit la percée des compagnies de mobile money. Hein? Alors, je veux dire, est-ce que les banques traditionnelles sont menacées? Doivent-elles en avoir peur? Oui, d'abord, je veux dire que les banques traditionnelles sont totalement elles sont menacées. Peut-être c'est l'ampleur qu'il faut peut-être examiner. Mais je pense que le développement du mobile banking a quand même eu un impact sur les banques traditionnelles. Et je vous ai dit tout à l'heure que le chiffre d'affaires du mobile money en Côte d'Ivoire est de 4 000 milliards de francs CFA. C'est beaucoup et ça fait beaucoup d'argent, ça fait une perte d'argent aussi au niveau des banques traditionnelles. Effectivement, le marché est menacé. Mais je veux dire que compte tenu du fait que le taux de bancarisation est faible, a priori on aurait pu penser que les banques ne sont pas touchées parce qu'elles ont aussi leur clientèle. De façon générale, quand on regarde, la banque c'est toujours en Afrique adressée à une élite. Mais cette fois-ci, et à la fois les banques traditionnelles, c'est-à-dire les entreprises de mobile money, la base de la clientèle est très 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 large par rapport aux banques. Mais il faut dire aussi que la réaction des banques montre effectivement que ces banques-là sont véritablement menacées parce que de plus en plus, maintenant, on parle de mobile banking. Et vous avez des banques, par exemple, qui s'allient avec des entreprises de télécommunications. Donc, ces différentes banques comme MCA ont développé des produits digitaux pour essayer de pouvoir faire face à la concurrence. Donc, effectivement, comme vous avez la question que vous allez poser, c'est le développement du mobile money aussi, je dis, a un impact aussi sur le marché, sur les banques traditionnelles. Ok, Irène, en Afrique de l'Est, vous parliez tout à l'heure de collaboration entre les banques et puis les compagnies. Parlez-nous comment cela se déroule. Les banques n'ont pas peur de compagnies de téléphonie mobile, du mobile banking, enfin du mobile money? Alors, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas survivre. Il fallait qu'ils travaillent ensemble. Donc, dans le sens où les cotes de mobile money étaient beaucoup plus élevées. Je parlais aujourd'hui du Kenya avec plus de presque 50 millions de population. Et 90% des gens qui ont des comptes mobiles, ils ont des comptes Orange, exemple d'Orange Money ou d'équivalent d'Orange Money, ça veut dire M-Pesa. Donc, les banques en elles-mêmes, leur total de la population des clientèles ne peut même pas atteindre les clients qui ont Safaricom, qui utilisent aujourd'hui Safaricom, qui utilisent M-Pesa. Donc, l'idéal, alors que les banques sont là depuis des années et des années, ils se sont endormis dans leur travail. Il fallait quelqu'un qui vienne les réveiller, les secouer. Donc, ils ont été bien secoués. Hein. Donc, avec l'arrivée de Mobile Money, ils se sont rendus compte qu'ils perdaient beaucoup d'argent, qu'ils avaient un secteur qu'ils avaient complètement ignoré. Aujourd'hui, au Kenya par exemple, quelqu'un qui ouvre un compte bancaire, je peux aussi faire le transfert de mon argent de mon compte bancaire directement à mon compte M-Pesa. Sans l'intervention d'une agence, je fais simplement sur mon application ou sur USSD. Ça a ouvert les portes parce que finalement les banques se sont rendues compte. On ne peut pas travailler sans les gars. Donc il fallait qu'ils travaillent ensemble en disant, voilà, on va laisser tous tomber là, on avait la fierté, on va laisser tout ça tomber. Et on va accepter le défi là. Le temps est arrivé de dire maintenant les banques, on est pour tout le monde. On demande aujourd'hui l'inclusion financière en Afrique. On fait tout le temps des conférences. Tout le temps, tous les ans on fait des conférences de l'inclusion financière. Mais on ne peut pas y arriver si les banques ne vont pas travailler avec les telcos. Aujourd'hui, la réussite de Kenya, c'est parce que je pense aussi le régulateur a été assez gentil. Quand ils ont vu M-Pesa arriver, ils ont été, voilà, les gars, vous pouvez y aller, après on va réguler tout ça. Qui est très différent aujourd'hui de la culture peut-être de francophone. Oui, bien sûr. Parce que la culture francophone est on régule d'abord.
On régule d'abord On régule d'abord, mais en tout cas, ces dernières années, la BCEAO a fait beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts pour créer un cadre réglementaire favorable au développement. Et inciter les jeunes, en fait, à innover. Le Kenya a donné l'environnement pour les jeunes d'innover. Donc, on les a laissés, en fait, à innover toutes les solutions possibles. Et en fait, avec le soutien de l'État, c'est pour ça aujourd'hui, par exemple, pour faire les intégrations de Safaricom à un business de quelqu'un ou une entreprise, ça ne demande même pas d'aller voir Safaricom parce que les API sont disponibles pour tout le monde. Donc, l'intégration aujourd'hui des API, ça va prendre peut-être 5 minutes. Aujourd'hui, je pense, si vous n'êtes pas arrivé au moment de faire l'interopérabilité en Afrique francophone, l'inclusion financière restera toujours dans les nuages. Il faudrait que les banques travaillent avec les telcos. Oui, moi je peux dire aussi qu'il y a une directive, par exemple, de la BCEAO en 2015 qui, pour pouvoir effectivement favoriser l'inclusion financière dont Irène a parlé, a donné cette directive-là, cette réglementation-là pour permettre aux opérateurs de mobile, notamment de faire en sorte qu'il y ait je veux dire, cette inclusion financière. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que l'Afrique est le continent où il y a le plus de téléphones portables. On estime, les experts tablent sur environ 600 millions de téléphones portables. Bien entendu, sur ces téléphones portables, il y a peut-être deux tiers de ces téléphones-là qui ne sont pas des téléphones, des smartphones, des téléphones intelligents. Bon, dans les pays francophones, comme vous l'avez dit tout à l'heure, bon, tout est régulé. D'abord, avant que je ai dit que ce ne soit... Contrairement en Afrique de l'Est, voilà, on a laissé tout le monde travailler. On a laissé tout le monde travailler. On régule après. Mais je veux dire que quand on voit le développement, on voit très bien que l'un ne peut pas se développer sans l'autre. Parce que, par exemple, les banques, lorsqu'elles travaillent, elles ont besoin des codes USSD pour pouvoir travailler. Et aujourd'hui, par exemple, c'est très difficile, par exemple, de dire à une banque aussi, si elle veut s'installer pour faire avoir accès peut-être au réseau de télécommunications, peut-être pourrait investir, devrait investir, soit par exemple pour payer une licence, GSM, etc., ça va être très lourd. Mais l'un dans l'autre, je pense que les deux travaillent ensemble. Voilà, donc c'est comme ça. Irène, en Afrique de l'Est, c'est quoi l'avenir de la FinTech? C'est quoi l'avenir des moyens de paiement électronique? Vers où va le Kenya, par exemple, aujourd'hui? Je pense que le Kenya aujourd'hui, on a connu une expérience vraiment formidable, surtout avec le Covid. Je sais que tout le monde pense que le Covid a des côtés négatifs, mais nous a démontré des choses aussi positives, surtout avec le développement de moyens de paiement comme M-Pesa. Aujourd'hui, quelqu'un qui avait son magasin et qui devait importer des choses venant de Chine, il ne pouvait pas voyager, par exemple. Donc, on a vu en fait la montée de M-Pesa, même la volonté aussi des banques de pouvoir permettre les clients de pouvoir acheter des produits en e-commerce sans bouger. Et comme ça, en fait, ça a fait la continuité du business, parce que sinon, ça aurait été encore pire. En fait, le Kenya aujourd'hui, je pense que la plupart des populations, on ne peut pas les trouver avec la monnaie en cash. Parce que les gens, ils ont pris cette habitude. Même si je prends le bus aujourd'hui, je peux payer par M-Pesa. Je n'ai pas besoin d'avoir du cash. Et donc, ça évite aussi de porter de l'argent, c'est risqué aussi. Je sais que l'Africain a besoin d'avoir du cash, parce que souvent, quand on va voir les amis, quand on sort des billets comme ça, là, ça montre qu'on est là, quoi. On est là, on est présent. Mais là, en fait, cette étape, on a dépassé, nous, par exemple, au Kenya, je pense. Et je pense que l'Afrique francophone arrivera là. Je n'ai pas besoin d'avoir l'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a un niveau de sécurité aussi, et ça coûte aussi cher pour la banque centrale d'imprimer ses billets. Donc, en fait, tout le monde est gagnant. En même temps, il y a des frais aussi, donc ça donne des revenus aussi à M-Pesa, ça donne aussi des revenus aux banques, le revenu qui n'était pas avant. Donc, si je fais le transfert de mon argent sur mon compte à M-Pesa ou que je fasse le paiement de mes factures d'électricité directement de mon compte bancaire aux utilitaires, donc ça montre que finalement, il y a des revenus qui n'étaient pas avant perçus par les banques qui vont arriver. Donc, pourquoi ne pas donner en fait des moyens de paiement aux gens, vu que les banques, ils vont avoir beaucoup plus de revenus et que moi, j'aurai plus de facilité à faire tout ce que je veux avec mon compte bancaire. Je n'ai pas besoin aujourd'hui d'aller dans une agence. Les agences, on va prendre beaucoup de temps à passer du temps là-bas. Et c'est pour ça qu'on dit aux banques aujourd'hui, c'est même pas la peine d'ouvrir des banques, les physiques, les agences physiques. Les gens aujourd'hui en Afrique, ils auront besoin de faire les services tout à côté de chez eux ou sur leur téléphone. Il faut avoir le réseau d'agences qui est répandu et c'est comme ça qu'on arrivera à l'inclusion financière. Quelqu'un aujourd'hui qui est à la retraite et qui n'a pas un retraité ou quelqu'un au village là-bas, aux coopératives, qui est un agriculteur du cacao, s'il n'a pas un compte bancaire, il ne va pas chercher à la banque pour ouvrir un compte. Ça fait des années qu'il n'a pas un compte bancaire. Mais si le vendeur du pain dans le coin
il commence à faire les services de banque. Cette personne-là, on peut lui en parler en même temps. On peut l'aider, on peut lui parler avec leur langue. Il peut comprendre. Et là, ça va donner aussi l'emploi aux jeunes qui sont dans les villages, qu'on va former pour aller aider les populations dans les villages à utiliser les réseaux d'agences. Et c'est ça la réussite aujourd'hui de l'Afrique. Donc tout le monde sera gagnant. Donc au Kenya aujourd'hui, on enlève le cash. Merci beaucoup. Mais j'ai une question. Par exemple, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, où quand j'ai mon numéro Orange Money, je ne peux pas envoyer de l'argent à quelqu'un qui a MTN Money. Tout à fait. Donc il n'y a pas d'interopérabilité entre les différentes compagnies. Quel est le cas au Kenya? Au Kenya aujourd'hui, je peux envoyer l'argent de mon compte Safaricom à mon compte Airtel, par exemple, parce que c'est les deux compétiteurs aujourd'hui dans le pays. Mais aussi, je peux aussi envoyer mon argent de mon compte bancaire vers le compte de Mobile Money. Je peux aussi aller voir l'agence, un petit coin, le petit boutique qui est à côté de chez moi. Je peux aussi déposer du cash qui va aller mis dans mon compte bancaire ou sur mon téléphone, sur mon mobile money, je veux dire. Mais donc, aujourd'hui, en fait, en Afrique francophone, je sais que ce n'est pas encore quelque chose de réel. Mais vous avez de la chance parce qu'il y a la volonté aussi de la BCAO pour pouvoir faire l'interopérabilité, parce que le Covid a réveillé tout le monde. Et on ne peut pas continuer comme ça, parce qu'il faut que les deux travaillent ensemble. Et c'est là qu'on va voir, en fait, les fruits, si on instaure, en fait, l'interopérabilité, où on permettra à des gens de MTN pour envoyer de l'argent à Orange, et qu'on fera le vice-versa aussi. Les gens de microfinance, ils peuvent faire leurs cotisations avec le MTN ou Orange Money. Ils peuvent aussi avoir des comptes bancaires. Vous savez, j'adore la tontine, parce que je vais finaliser par ça. Parce que la tontine, aujourd'hui en Afrique, je pense tous on a bénéficié. En Afrique, normalement, avait des groupes. Et tous les mois, ils se retrouvaient, et l'argent qui est donné à quelqu'un, soit on payait l'école, des frais de scolarité de son fils ou de sa fille, et aussi elle achetait des casseroles à la maison, donc comme ça, c'était quelque chose qui était très répandu. Mais vous savez, ces tontines-là, aujourd'hui, c'est tout négligé par les banques, alors qu'il y a beaucoup d'argent qui tourne autour des tontines. Donc, il faudrait aujourd'hui, commençons par les groupes comme ça, pour faire les dépôts à la banque, les introduire en fait à l'agence, à un réseau d'agence. Ce n'est pas le réseau d'agence vraiment, mais c'est utiliser en fait des moyens de paiement, les mobile banking, ou aussi pour pouvoir envoyer leurs cotisations par le mobile money. On a vu avec le Covid, les gens ne pouvaient pas se retrouver. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Il fallait envoyer l'argent par mobile money. Et là, les banques, s'ils peuvent travailler avec les telcos, cet argent sera déposé à la banque via les canaux en fait que les femmes peuvent cotiser. L'interopérabilité dont vous avez, dont Jean-Charles Sibaya a parlé tout à l'heure, devrait être en principe opérationnel en Côte d'Ivoire en 2020. Alors, je ne sais pas, jusqu'à présent, ce n'est pas encore le cas. Je pense peut-être que c'est peut-être à cause de la Covid-19, mais je pense que cette interopérabilité commence à devenir de plus en plus une nécessité maintenant pour la Côte d'Ivoire, et aussi une nécessité vitale pour les banques. Voilà. D'accord, merci. Notre émission tire à sa fin, et Sadia, et tout de suite votre dernier mot. Les moyens de paiement électronique vont prendre de l'ampleur. Comment vous voyez l'avenir, par exemple dans la zone francophone, dans la zone UEMOA? Bon, moi ce que je vois dans la zone francophone, et spécialement dans la zone UEMOA, c'est que le mobile money prendra beaucoup plus et de plus en plus même encore de l'importance. J'ai écouté ce que Irène disait. Aussi, j'ai fait beaucoup de recherches aussi sur le cas M-Pesa, quand même, donc j'ai quand même une idée de savoir. Mais je pense que la manière dont les choses se développent sur le terrain, je pense que le mobile money, notamment au niveau, avec l'arrivée des opérateurs des fintech, dont on a parlé tout à l'heure, Wave et Eclectic aussi, qui est en train de venir aussi en support. Aussi, je sais que cela va de plus en plus se développer, parce que l'objectif d'abord de la fintech, c'est de réduire les coûts d'accès en financier, c'est de favoriser l'inclusion financière. Et je pense que certains opérateurs qui sont concurrencés sur le marché actuellement du mobile money devraient comprendre que l'objectif primordial du mobile money, d'abord, c'est l'inclusion financière. Et on sait que la vie est très difficile actuellement. Et dès l'instant où un opérateur se présente avec des coûts très très bas, je pense que cet opérateur-là a véritablement la possibilité aussi d'occuper une place honorable. Donc pour moi, le futur, ce sera ça. Il faut penser aussi, je vais dire, à la crypto-monnaie, qui progressivement sort le bout du nez. Et je voudrais aussi demander, conseiller aux
aux entreprises de façon générale. On a parlé des entreprises de mobile money, aux banques, etc. De ne pas dormir sur la laurier, de ne pas dormir dans les zones de ne pas rester dans les zones de confort, parce que l'environnement, nous sommes entrés dans ce qu'on appelle l'économie numérique aujourd'hui, et les choses vont très vite. Et lorsque on n'est pas en situation de veille stratégique pour pouvoir anticiper certaines menaces ou bien profiter de certains avantages qui vont arriver, on se fait prendre, comme le cas des compagnies de mobile money qui aujourd'hui sont pratiquement surprises par l'arrivée d'une fintech sur le marché. Il y a donc qui est Wave, notamment, qui est, je vais dire, un nouvel entrant, mais il y a aussi des entrants potentiels. Tout à l'heure, nous avons Eclectic sur le plateau, puis d'autres encore qui se préparent à venir. Donc, je vais dire que véritablement, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, effectivement, les populations ont besoin d'être bancarisées. 20% des taux de bancarisation au niveau de l'UEMOA, c'est très faible. C'est très faible. Merci, Sadia. Alors, Irène, pour terminer, comment vous voyez l'avenir des moyens de paiement électroniques, et quel pourrait être le rôle d'Eclectic dans tout ça? En fait, juste dire, Eclectic ne va même pas se bagarrer avec Wave. On va les aider en fait à pénétrer dans le marché. Okay. Notre but. Donc vous allez collaborer en fait. Vous allez coopérer. En fait, qu'est-ce que fait Eclectic aujourd'hui, c'est aider les institutions financières, les industries en fait, à digitaliser leur système pour rendre la vie numérique simple. Parce qu'aujourd'hui, si on va voir une banque, par exemple, on va leur proposer en fait de pouvoir digitaliser leur système par le mobile banking, par exemple. Comme ça, si vous ouvrez un compte, vous pouvez ouvrir un compte en étant chez vous. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Mais ça aussi, il y a beaucoup de dépendance en fait avec le régulateur. Mais on est capable aujourd'hui de donner des solutions qui sont adaptées, qui ont déjà été testées en Afrique de l'Est, qu'on peut utiliser ici. Parce qu'on est tous les Africains, on a presque les mêmes habitudes, sauf les cultures sont un peu différentes. Mais aussi, nos solutions sont adaptées en fait aux cultures, aux langues. On peut faire aussi, par exemple, au Sénégal, on peut faire Wolof, par exemple. Ici, on peut faire avec la langue, je ne sais pas, c'est Akwaba. Mais on peut l'utiliser avec les langages locaux. Donc, on fait beaucoup de recherches. On a une branche, en fait, dans la boîte qui fait toute la recherche et développement, parce que la technologie passe très vite. Donc, il faudrait qu'on soit à l'aise aussi pour pouvoir informer les clients qu'on travaille avec, les banques et tout ça, sur les technologies qui arrivent. Et aussi de travailler tous ensemble pour rendre l'Afrique le premier continent aujourd'hui en Afrique avec l'inclusion financière. Merci. Notre mission est terminée. C'est ici qu'elle s'achève. Nous étions avec M. Sadia Zouzou, il est spécialiste en intelligence économique et stratégique. Également avec Irène Kirou, elle est directrice du développement et des affaires et marketing dans la société Eclectic, une société kenyane, une fintech qui a fait ses preuves en Afrique de l'Ouest et qui s'installe en Afrique de l'Est et qui s'installe ici en Afrique de l'Ouest. C'est bien cela. Voilà. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent.